1914. À l'exception des Balkans, l'Europe est en paix depuis 43 ans. Paix assez précaire, car deux groupes de puissances s'affrontent dangereusement. Le plus ancien de ces groupes, c'est la Triple Alliance, ou Triplice, qui réunit l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Sur l'Allemagne règne Guillaume II. Il adore les parades, les revues, où il peut faire admirer ses innombrables uniformes. En Autriche, le vieux François-Joseph, âgé de 84 ans, en est à sa 66e année de règne. Son neveu et héritier, François-Ferdinand, qui se prépare à prendre le pouvoir, s'entretient ici avec Guillaume II au cours d'une partie de chasse. Victor Emmanuel III, roi d'Italie, grand connaisseur en médailles, doit pourtant s'occuper parfois de choses militaires. La Triple Entente groupe, mais moins solidement semble-t-il, les deux puissances alliées, la France et la Russie, et depuis 1907, l'Angleterre, qui n'a pris aucun engagement décisif. Le président de la République française, Poincaré, élu en 1913, fait en juillet 1914 son premier voyage officiel en Russie, sur laquelle, depuis 1894, règne le faible Nicolas II. En Angleterre, George V, roi depuis 1910, s'intéresse tout spécialement à la marine, orgueil et rempart de la Grande-Bretagne. Depuis plusieurs années, la paix est menacée. Les Balkans ont été ensanglantés par des luttes qui provoquent de lamentables exodes de population. La guerre européenne a pu être évitée, mais il suffira du moindre incident pour faire éclater le conflit. 28 juin 1914, à Sarajevo, capitale de la Bosnie, l'archiduc François-Ferdinand et sa femme sont assassinés par des conspirateurs. Le gouvernement autrichien accuse le gouvernement serbe de leur avoir prêté appui. Le 27 juillet, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie et envahit son territoire. La Russie, protectrice des Slaves, mobilise, tandis que la France et l'Angleterre cherchent vainement à éviter le conflit. À Berlin, l'empereur est follement acclamé. Les défilés de troupes se multiplient. Et quand le 1er août, l'Allemagne, alliée de l'Autriche, déclare la guerre à la France et à la Russie, l'enthousiasme devient délirant pour saluer le Kronprinz et les soldats partant pour le front. À Paris, où les passants s'arrachent les éditions spéciales des journaux, ni l'ordre de mobilisation générale, ni l'annonce de la guerre n'affole la population. Salués par les acclamations de la foule, soldats et mobilisés rivalisent d'entrain et d'optimisme. Et les trains militaires s'ébranlent gaiement vers la frontière. Nul ne songe alors à une guerre de 4 ans. Pour éviter les forteresses françaises de l'Est, l'armée allemande envahit la Belgique. Tandis que sous les ordres du roi Albert, l'armée belge résiste héroïquement, les populations civiles fuient devant l'envahisseur. Cette violation de la neutralité belge détermine l'entrée en guerre de l'Angleterre. Les premiers soldats anglais débarquent en France. Méprisable petite armée, déclare le Kaiser. Mais la puissance de l'Angleterre réside surtout dans sa flotte, maîtresse incontestée de la mer. Le commandant en chef des troupes allemandes, c'est en principe le Kaiser, en réalité le chef d'état-major, Moltke. En France, le généralissime Joffre, à la carrure massive et aux sourcils broussailleux, deviendra vite populaire. En Russie, le grand-duc Nicolas, oncle du tsar, sera trop souvent gêné par les intrigues de la cour.
Pour partir en campagne, nos soldats ont conservé leur uniforme, trop voyant. Capote bleue, képi et pantalon rouge. Nos mitrailleuses Saint-Étienne sont des bijoux de précision, mais elles sont terriblement fragiles. Par contre, notre canon de 75 surclasse nettement le 77 allemand, et ses obus font des ravages dans les rangs ennemis. Mais les Allemands disposent d'une artillerie lourde de campagne, dont nous sommes cruellement dépourvus, et dont la portée est bien supérieure à celle de nos canons. Et leurs uniformes sont beaucoup moins éclatants que les nôtres. Nous prenons l'offensive sur tout le front, en Lorraine, dans l'Ardenne, en Belgique. Mais un ennemi beaucoup plus nombreux et supérieurement équipé inflige de lourdes pertes à nos troupes qui combattent encore selon les méthodes de 1870. On voit même quelques charges de cavalerie qui aboutissent à des hécatombes. Sous la pression ennemie, les troupes françaises se replient, mais en bon ordre, et sont prêtes à résister quand le moment sera venu. Les troupes allemandes évitant Paris déferlent jusqu'au sud de la Marne et pensent bien anéantir l'armée française. Mais la bataille de la Marne, marquée par le célèbre épisode des Tsi transportant des troupes jusque sur le front, est une incontestable chez les Allemands à se replier à leur tour. Ils cherchent à percer au nord vers Calais. Mais la vaillance des Anglais, des Belges et des fusiliers marins, les inondations étendues le long de l'Isère, les arrêtent à nouveau après une bataille sanglante. Désormais, pour de longs mois, le front se trouve fixé et de part et d'autre, des lignes de tranchées tracent un réseau longtemps infranchissable. La guerre prend un autre aspect. Les uniformes ont changé. Bleu horizon et bourguignotte augmentent la sécurité de nos soldats qui doivent s'adapter à la dure vie de tranchées. Se transformer en terrassiers pour creuser de profonds abris garantis par des rondins et des sacs de sable. Vivre dans des cagnats. Multiplier les corvées, corvées de soupe, corvées de matériel, corvées d'eau. Lutter contre une boue insidieuse et tenace qui transforme en supplice le moindre déplacement. Se rendre aux premières lignes pour guetter sans cesse l'ennemi ou l'arroser de projectiles. Transporter des blessés vers les postes de secours. Rendre aux camarades morts les derniers devoirs. Les Allemands ne sont pas mieux partagés. Marches exténuantes dans les boyaux. Surveillance anxieuse des mouvements de l'ennemi. L'attaque est minutieusement préparée et se déclenche au signal donné sous le bombardement et au milieu des fils de fer barbelés. L'armement s'adapte aux conditions nouvelles. Dans les tranchées, les Minenwerfer envoient les projectiles à courte distance. Les deux camps multiplient les canons monstrueux pour pilonner les positions adverses au moyen d'obus d'un poids respectable. Les plus gros calibres sont montés sur rail. C'est la LVR, l'artillerie lourde sur voie ferrée. Partout, les camouflages dissimulent les pièces, mais gare à l'incendie. La guerre prend un caractère atroce. Dès 1915, les Allemands ont fait usage de gaz asphyxiants. Les Alliés les imitent. Pour se défendre, les soldats portent des masques fort peu esthétiques. Les lance-flammes, autre invention allemande, se révéleront terriblement dangereux pour ceux qui les emploient. La guerre s'étend à d'autres pays. Au printemps de 1915, les Italiens, voulant arracher à l'Autriche Trente et Trieste, sont entrés en guerre aux côtés des Alliés. Mais dans un terrain terriblement difficile, ils ne progressent que fort lentement, escaladant les pentes les plus escarpées comme de véritables alpinistes. En se plaçant aux côtés des empires centraux, les Turcs ont isolé la Russie de ses alliés. En 1915, l'essai de forcer le passage des Dardanelles a échoué.
La Bulgarie, en s'alliant avec l'Allemagne, a provoqué l'effondrement de la Serbie. Les paysans de nouveau errent sur les routes et l'armée serbe, transportée par les vaisseaux français, va se reformer dans l'île de Corfou. Des troupes françaises et anglaises débarquent à Salonique, où elles organisent un camp retranché, menace perpétuelle pour nos ennemis des Balkans. Les troupes russes, en dépit de leur vaillance, sont trop mal équipées pour résister aux coups terribles que leur portent les Allemands. Elles doivent céder beaucoup de terrain et leurs morts jalonnent les routes couvertes de neige. 21 février 1916. Une effroyable canonnade annonce l'offensive allemande sur Verdun. Le grand état-major veut emporter la forteresse et saigner à blanc l'armée française. Surpris par l'avalanche de fer et de flammes qui s'abat sur eux, les soldats français résistent vaillamment. Les renforts affluent de toutes parts. Pour ravitailler les combattants, il n'existe qu'un tortillard et la route Bar-le-Duc-Verdun, la voie sacrée, où jour et nuit se succèdent les camions, apportant vivres et munitions. 5 mois durant, on se bat, avec un acharnement inouï. La terre est dévastée. Plus de tranchées, on niche dans des trous d'obus. On se bat à la grenade. L'obstination française finit par triompher. Verdun en ruine est sauvé. Et le général Pétain décore les vainqueurs. 1917, coup de théâtre. À l'Est, la révolution éclate en Russie, dans la flotte et dans l'armée. Le tsarisme s'écroule. Les manifestations se multiplient, mais la défense se désagrège. En octobre, Lénine, l'agitateur bolchevique, prend le pouvoir et traite avec l'Allemagne. Une intervention nouvelle va compenser cet abandon. Depuis longtemps, les Allemands torpillent les navires de commerce, même ceux appartenant aux nations neutres. En 1917, ils décident de le faire sans aucun avertissement préalable. Tandis que la chasse aux sous-marins s'intensifie et porte un coup terrible à la piraterie, les États-Unis, particulièrement touchés par ces destructions, déclarent la guerre à l'Allemagne et leurs troupes débarquent en France. Après un entraînement à l'arrière, les Américains montent en ligne et viennent renforcer fort heureusement les Franco-Britanniques, dont les pertes ont été considérables. « 1918, l'année décisive. Le Kaiser a nommé commandant en chef le vieux maréchal Hindenburg, le vainqueur des Russes, toujours associé à son chef d'état-major Ludendorff. Tous deux préparent avec soin l'offensive en France, que la défection russe leur permet de pousser vigoureusement. En mars et en mai, le front franco-anglais est percé à plusieurs reprises. Les Allemands approchent d'Amiens et de Compiègne. Mais la France a pour Premier ministre Clémenceau, dont l'âge n'a pas atténué la farouche énergie. Devant le péril grandissant, le général Foch est nommé commandant en chef de toutes les armées. Bientôt, la victoire va changer de camp. Des armes nouvelles apparaissent, les chars d'assaut ou tanks. Surtout, les chars d'accompagnement Renault qui rendront les plus grands services et permettront de franchir les tranchées. L'aviation, elle aussi, a réalisé de grands progrès. Les fragiles biplans du début de la guerre ont fait place à des bombardiers mitrailleurs qui s'aventurent au-dessus des flottes et des forteresses et qui multiplient les exploits audacieux. Moins audacieux toutefois que ceux de ces chasseurs intrépides qui recherchent les combats singuliers, vrai carrousel de la mort. Comme ce capitaine Guynemer, l'as des as, que décore le général Franchet-Desprez et qui tombera quelques semaines plus tard en plein ciel de gloire. 18 juillet 1918. C'est au tour des Alliés de reprendre l'offensive.
et les Allemands sont à leur tour enfoncés. Français et Américains en Champagne. Anglais et Belges en Picardie et dans les Flandres percent leurs lignes de défense, les poursuivent avec acharnement et ramassent des milliers de prisonniers. Dans les Balkans, où l'armée de Salonique s'ébranle à son tour, Turcs et Bulgares capitulent. Le 11 novembre 1918, 2 jours après la fuite de Guillaume II en Hollande, l'armistice, qui termine victorieusement la guerre, est marqué par les manifestations enthousiastes de la foule. En Alsace et en Lorraine, captives depuis 47 ans, nos troupes font une entrée triomphale. Et nos hommes politiques, Poincaré, Millerand, Clémenceau, sont l'objet de l'enthousiasme populaire. Au moment même où ils viennent de décorer le général Pétain, les 2 vieux adversaires, Poincaré et Clémenceau, tombent dans les bras l'un de l'autre. Cependant, les 4 grands, Lloyd George, Sonnino, Clémenceau et Wilson, délibèrent et mettent au point le traité de paix qui sera signé par les Allemands et les Alliés le 28 juin 1919 à Versailles, dans la Galerie des Glaces, 5 ans jour pour jour après l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo. « 27 nations ont signé ce document. Entourés des principaux hommes politiques du moment, les négociateurs sortent triomphants. Une Europe nouvelle naît du traité de Versailles et des autres traités qui le suivent. L'Allemagne est amputée des territoires qu'elle avait enlevés à la France et à la Pologne. L'Autriche-Hongrie disparaît et cède à l'Italie les terres irrédentes. La Pologne ressuscite et de nouveaux États, nés des débris de l'Autriche et de la Russie, font leur apparition sur la carte. « 14 juillet 1919. Sous l'Arc de Triomphe, défilent les soldats victorieux. Une foule innombrable acclame les grands chefs. Le maréchal Pétain, les généraux de Castelnau, Gouraud, Mangin, les marins de l'amiral Ronarc'h, les Zouaves, les Spahis, les Sénégalais, les chars, le général Pershing et ses Américains, les Belges, les Britanniques et surtout les 2 grands chefs, Joffre, le vainqueur de la Marne, Foch, le vainqueur de la guerre. Mais cette gloire est chèrement achetée. En janvier 1921, sous l'Arc de Triomphe, on inhume solennellement un soldat inconnu. Et les hommages qui lui sont rendus s'adressent aux 1500 000 morts qui reposent dans d'immenses cimetières et dont le sacrifice a sauvé le pays.